On vient faire des campagnes Drive to Store géolocalisées autour de la zone de chalandise du magasin. Et l'idée, finalement, à la fin de l'activation média, c'est de voir si on a généré un trafic incrémental. On va le multiplier par un taux de transformation et un PM moyen du magasin, ce qui nous donne finalement un chiffre d'affaires incrémental. Et l'objectif, c'est de ROIser l'investissement de départ en générant un CA incrémental beaucoup plus intéressant. Et ça a fonctionné? Alors justement... Donc, bienvenue à tous au volet discussion du podcast Commercialité. On a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Paul Perret, responsable acquisition chez BZB. Pour les gens qui ne connaîtraient pas l'organisation, on parle ici d'une marque française spécialisée dans le vêtement, ayant 90 succursales ainsi qu'une présence en ligne très développée. L'entreprise a opéré un rebranding dans les dernières années. On discute aujourd'hui avec Paul des défis qu'une société de la sorte va rencontrer après un changement aussi important. Paul, merci beaucoup d'être sur le podcast Commercialité aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine pour l'invitation, c'est un plaisir. Et Paul, peut-être pour commencer, possible pour toi de bien expliquer à notre audience qu'est-ce que BZB pour les gens qui peut-être entendent l'entreprise pour la première fois. Bien sûr. Alors BZB, anciennement connu sous le nom de BizB, est une marque urbaine de mode mixte pour les 15-25 ans. On a effectivement opéré un rebranding en février 2022 en adressant une nouvelle plateforme de marque dans laquelle BZB s'inscrit comme un accompagnateur du 15-25 ans dans la construction de son identité. On le sait, hein, on est tous passés par cet âge. On se construit, on se cherche, on teste, on explore de nouveaux horizons, et tout ça dans l'objectif de trouver finalement la personne qu'on sera demain. Et c'est en fait à ce moment précis que la mission de BZB intervient. C'est finalement d'accompagner le 15-25 dans le développement et l'affirmation de son identité, et lui permettre de trouver sa place dans la société, dans le monde. Et comment ça se traduit tout ça? Ça se traduit par trois éléments, trois marqueurs forts finalement de la marque. Une expérience lifestyle unique, nos collections produits, mais aussi des temps forts de la marque, comme par exemple le casting, qui est un événement annuel où BZB fait appel aux candidatures pour recruter les nouvelles égéries de la marque qui auront l'occasion de participer notamment à des shootings photos par exemple. Et tous ces éléments finalement constituent l'ADN de la marque, et ça se retranscrit par une baseline que je trouve ultra représentative et dans laquelle moi personnellement je me retrouve beaucoup. La vie est une aventure, explore-la. Intéressant. Et bon, toi, tu es rentré dans cette belle aventure en 2022. Peut-être tu pourrais remettre un petit peu en contexte les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Quels étaient les défis? Quel était ton mandat, ton arrivée dans l'entreprise il y a à peu près un petit peu plus de 2 ans maintenant? Je suis effectivement arrivé en février 2022, donc pile poil au moment du changement de marque. Donc évidemment, énormément de défis au moment de mon arrivée. On change le nom de domaine une semaine après mon arrivée. Donc, on passe de bizb.fr à bzb.com. Donc là, avec tous les impacts collatéraux qu'il peut y avoir derrière, on a effectivement subi une grosse perte de trafic direct et de SEO. Et pourquoi il y a eu un changement de nom? Je serais curieux peut-être. L'idée, en fait, ici, c'était vraiment de remoderniser la marque et de vieillir un petit peu le cœur de cible. Avant, BizB adressait plutôt les 13-18 ans, donc une cible un peu plus ado. Avec derrière maman, papa qui faisaient plutôt les achats. Et là, avec BZB, on veut vraiment se positionner comme une marque forte, avec un ADN, avec une vraie plateforme de marque, et adresser directement le 15-25 ans. Donc, on vient finalement vieillir et premiumiser aussi un petit peu nos collections, nos produits pour adresser le 15-25 CSP+. J'ajouterais même ce détail-là. Puisque avec ce changement de marque, on a aussi opéré une politique tarifaire un peu plus élevée que celle de BizB. Donc le gros défi, ça a été effectivement de changer de BizB à BZB à travers le nom de domaine, de rattraper les positions qu'on avait perdues en SEO, les baisses des taux de clics, parce que forcément quand on change du jour au lendemain, les clients ne nous connaissent, ne se reconnaissent plus ou nous connaissent moins, ou en tout cas un peu moins d'attractivité à cliquer sur nos annonces. Et donc ça a été un gros travail finalement de rebranding pour aller adresser ce nouveau cœur de cible et leur adresser cette nouvelle plateforme de marque. Ensuite, il y a eu un deuxième gros défi important, ça a été toute la partie logistique, changer les logos des enseignes magasins, ça a été changer la sacherie par exemple en magasin et en e-commerce, ça a été aussi d'embarquer toutes les équipes magasins qui sont finalement le porte-parole de la nouvelle marque. Notre premier canal de communication, c'est notre parc d'une centaine de magasins aujourd'hui. Et donc tout ça, ça a été un vrai défi qu'on adresse toujours aujourd'hui avec notre shopping experience. Et enfin, je dirais que le gros enjeu aussi à travers ce rebranding, ça a été d'aller recruter de nouveaux clients à travers le vieillissement du cœur de cible, mais aussi la fréquence d'achat.
Donc vraiment développer cette notoriété et ce brand love qu'on pourra évoquer après. Et tout ça dans un contexte, on le sait, hein, d'un marché de l'habillement en décroissance. Hein, c'est un marché qui est très chahuté depuis plusieurs années. Pour donner un exemple, hein, entre 2022, mon arrivée, et 2023, on a eu un marché de l'habillement en décroissance de -0,6%. Donc on évolue aussi dans un terrain de jeu qui est assez instable. Je comprends. Je comprends très, très bien. Donc, ça démontre qu'on doit être encore plus créatif pour aller générer des résultats. Et toi, de ton côté, tu es en charge du trafic généré pour les magasins, mais également pour les places de marché, les marketplaces. C'est quand même deux lignes assez différentes. Il peut y avoir des similitudes, certes, mais on parle quand même de stratégies, j'imagine, qui vont être distinctes. Tout à fait, ouais. Comment tu mets tout ça en place de ton côté? Est-ce que tu travailles avec des équipes séparées? Est-ce que c'est les mêmes gens qui travaillent sur le dossier? Je serais curieux peut-être de t'entendre un peu ici. Déjà, juste pour repositionner un petit peu ce que je fais, moi j'interviens sur 3 gros axes stratégiques au sein de BZB. Le développement du CA digital à travers l'achat de trafic, donc toute la partie paid média, le développement de la notoriété de marque, on en parlait juste avant, et le brand love, et enfin le développement de notre présence sur les marketplaces. Et sur ces deux volets dont tu parlais, Antoine, on a effectivement le trafic pour les magasins. Donc ça, on va appeler ça l'omnicanalité finalement. Ça a toujours été un challenge hein, chez BZB et ça l'est toujours aujourd'hui. La principale contrainte qu'on a rencontrée, évidemment, c'est la mesure. On travaille aujourd'hui à un nouveau use case justement pour retester des campagnes Drive to Store qu'on avait dépriorisé ces dernières années. Disons qu'on avait capitalisé nos efforts plutôt sur la notoriété et sur le développement du CA digital. Donc le trafic Drive to Store, on est en train de le réadresser cette année après ces 2 années de travail acharné sur le développement de la notoriété de BZB. Et sur la partie marketplace, là on travaille depuis plusieurs années avec La Redoute. C'est une ligne d'affaires intéressante hein, aujourd'hui pour nous qu'on cherche à développer. Hein. On cherche à aller développer notre activité digitale avec ces apporteurs d'affaires, on va appeler ça comme ça. Et La Redoute, elle adresse une clientèle plutôt famille, plutôt maman. Et depuis mars, là, on a lancé BZB sur Zalando pour adresser une cible un peu plus jeune. Et on est extrêmement content du lancement de Zalando parce que ça nous conforte dans l'idée qu'il y a un vrai potentiel de business à travers les places de marché. Intéressant. Je suis quand même curieux de revenir sur un point que tu as mentionné, Paul. Vous avez concentré vos énergies sur le développement du CA digital et également sur la notoriété de la marque au détriment de campagnes Drive to Store. On peut comprendre l'idée parce qu'on veut bâtir cette identité-là qui a été changée il y a quelques années. Donc, on investit de l'argent pour que les gens connaissent la marque, certes. Mais pour quelle raison délaisser le Drive to Store? Est-ce que préalablement, ça vous avait donné des résultats? Est-ce parce que vous avez quand même beaucoup de magasins, là, comme on le dit en introduction, 90? Tout à fait. Aujourd'hui, nos actions digitales sont très nationales, on va dire. Et effectivement, moi, quand je suis arrivé en 2022, j'ai travaillé cette première année sur la notoriété de marque, mais j'ai quand même testé des campagnes Drive to Store qu'on n'adressait pas début 2023. Et j'ai fait un use case qui est intéressant et assez simple à faire hein, à petite échelle. J'ai finalement sélectionné des binômes de magasins comparables et comparables en termes de typologie de magasins. Donc on a différentes typologies, on a des magasins en centre-ville, en centre-co, etc. Des magasins comparables par leur surface de vente, leur staff. L'idée c'est d'avoir aussi des responsables magasins, une équipe staffée et formée, et aussi comparables en termes de trafic. Et une fois que j'ai identifié ces magasins-là, je viens trouver des binômes comme ça. Et je viens en exposer un et je n'expose pas son binôme. Comme ça, j'ai un magasin A qui est exposé, un magasin B qui n'est non exposé. Et on vient finalement faire des campagnes Drive to Store géolocalisées autour de la zone de chalandise du magasin, avec des créas dédiés, avec différentes régies publicitaires qu'on adresse. Et l'idée finalement, à la fin de l'activation média, c'est de voir si on a généré un trafic incrémental. Et donc là, on vient regarder le trafic du magasin A qui a été exposé et son binôme, le magasin B qui n'a pas été exposé, et on regarde si on allait chercher un incrément de trafic. Et on va plus loin dans l'analyse. On vient se dire, ben voilà, avec ce trafic incrémental qu'on a généré, on va le multiplier par un taux de transformation et un PM moyen du magasin, ce qui nous donne finalement un chiffre d'affaires incrémental. Et l'objectif, tu l'as compris Antoine, c'est de ROIser l'investissement de départ en générant un CA incrémental beaucoup plus intéressant. Et moi, Et ça a fonctionné? Alors justement, quand j'avais fait ce use case en 2023,
avec les magasins que j'avais pu sélectionner, exposer, non exposer, je n'avais pas vu de résultats significatifs sur l'apport de trafic en magasin. Ce qui était très intéressant à souligner d'ailleurs, c'est que les régies publicitaires te montraient vraiment beaucoup de store visits, qu'il y avait eu un impact significatif. Mais moi, ce qui fait vraiment foi, c'est les compteurs magasins qu'on a au niveau des entrées. Et c'est vraiment ces chiffres-là, pour moi, qui font foi. Et quand je regardais ces chiffres-là, avant, après période d'exposition versus magasin non exposé, je n'observais pas de trafic incrémental. C'est pour ça que le sujet a un petit peu été dépriorisé chez nous. On était fortement challengé sur la notoriété et le développement du CA digital. Et donc, le sujet Drive to Store, c'est vrai qu'il n'a pas été l'idée, on va dire, sur cette année 2023. Et on va le réadresser là en 2024 avec des budgets plus importants et une période plus longue qui va nous permettre d'ajuster finalement nos achats médias pour assurer pendant le cadre du test qu'on vient bien chercher du trafic incrémental. Et on va un peu plus loin. Intéressant. On va un peu plus loin que ce que j'avais pu faire à l'époque. C'est que là, on va installer des boîtiers au niveau des compteurs magasins, donc à l'entrée du magasin. Et ces boîtiers vont être capables d'identifier une impression publicitaire qui a été vue par le client qui se rend en magasin selon une fenêtre d'attribution qu'on aura qu'on aura établie, et ça va nous permettre de nous dire voilà, il y a eu une impression méta, une store visite comptabilisée grâce au boîtier, ou à contrario, la campagne display n'a pas généré de store visite. Et là, du coup, on va pouvoir réarbitrer nos budgets sur les régies publicitaires qui nous apportent le plus de visites en magasin. Quand tu parles de boîtier ici, peux-tu juste décortiquer un petit peu le tout pour notre audience? Bien sûr. Le boîtier, donc il y a différents prestataires qui font ça. Nous, là, il y a un nom qui me vient en tête, c'est Smartbox. C'est un petit boîtier finalement qui repère le device du client qui se rend en magasin, et à travers un ID, finalement, on a tous un ID unique à travers notre device. On est capable de faire un matching entre l'ID que le boîtier a récupéré pendant le passage du client en magasin et l'ID publicitaire qui a été exposé à une campagne Drive to Store via Meta, via Google, etc. Et ce matching nous permet de nous dire, voilà, ce client-là qui s'est rendu en magasin a été exposé à telle impression sur Meta, sur Google, en display, en programmatique, etc., etc. Et c'est génial parce qu'en fait, on va pouvoir voir la régie qui nous apporte le plus de business. Là, au moins, dans mes tests, je faisais une diffusion multi-régie à travers Waze, à travers Google, à travers Meta, mais je ne savais pas quel était l'initiateur finalement de la store visite. C'est très dur, ça, en termes d'attribution. Bien sûr, c'est une des choses les plus difficiles. Exactement. Ce que je disais, le principal enjeu dans des campagnes Drive to Store, c'est la mesure. Il faut s'assurer d'avoir une mesure parfaite pour s'assurer de l'incrémentalité de ces campagnes-là. C'est ultra important. Intéressant. Ah, bien sûr, bien sûr. Et un autre point qui est très difficile, c'est d'être capable d'analyser les métriques de notoriété. Et dans un contexte de rebranding, vous devez le faire, vous devez investir des sous pour faire connaître la marque, sinon personne ne va la connaître. Vous utilisez un outil qui s'appelle Kantar, je pense bien. Tu nous as fait un cas pratique pour la dynamique en succursale. Peux-tu nous faire un cas pratique un petit peu de comment vous vous y prenez pour la mesure concernant vos campagnes de notoriété? Bien sûr. Et une mesure, effectivement, tu le soulignais, très importante pour savoir où on se situe, comment on évolue et comment on évolue aussi par rapport à la concurrence. Et alors, il y a 2 points. Tu t'évoquais Kantar, qui est un panéliste et qui, lui, va s'intéresser à différents indicateurs que je vais évoquer juste après. Et à mon échelle, on va dire, moi, comment je fais pour voir si mes campagnes sont efficaces et si j'arrive, à mon échelle, en tout cas, à prouver à travers des chiffres qu'on investit au bon endroit auprès de la bonne cible et que ça nous permet de gagner en autorité, en brand love. Je regarde surtout l'évolution de mes requêtes marques et je regarde finalement comment ces requêtes marques évoluent dans le temps. Donc si mon gâteau grossit finalement, si j'ai plus de gens qui me recherchent, et à l'intérieur de ce gâteau, ce qui est hyper important pour moi, c'est de voir l'évolution à l'intérieur de ce gâteau-là de la part des requêtes qui sont faites en BZB. On l'a dit, hein, on est passé de BizB à BZB. Ça se fait pas du jour au lendemain. Les gens continuent de chercher BizB. Ils ont BizB ancré dans la tête. Hein. La boîte, elle a 15 ans d'existence. Donc forcément, c'est dur de changer les habitudes et les usages. Et du coup, je suis un petit peu de manière hebdomadaire l'évolution du BZB versus BizB. Et tu vois, pour te donner un ordre d'idée, on était plutôt à 20% des requêtes marques qui étaient en BZB en 2022, au moment du rebranding. Et là, aujourd'hui, on est plutôt à 70%. Donc, on voit que l'évolution
et on va dans le bon sens. Elle évolue positivement, cette notoriété de marque. Et l'idée, c'est de cranter et d'atteindre les 100%. Même si tu l'imagines bien, on est confronté à une sorte de plafond de verre où là, c'est des efforts qui vont être de plus en plus compliqués pour aller cranter et aller chercher encore plus de points de notoriété. Ça, c'est le premier aspect. Après, je vais évidemment regarder tous les indicateurs de vues vidéo. On regarde beaucoup la complétion aussi, la part des utilisateurs qui vont regarder l'intégralité de ma vidéo afin de mémoriser. On va regarder beaucoup le repeat, la répétition. On regarde ces indicateurs-là pour finalement mesurer la qualité des actions de notoriété qu'on réalise. Et ensuite, tu l'évoquais tout à l'heure, Kantar, qui est un mesureur tiers, on va dire. C'est un panéliste, qui est une société qui est spécialisée dans les études de marché et l'analyse des données. Et Kantar, on fait appel à eux avec des études qui sont grosso modo semestrielles. Et ils nous font un état des lieux sur la notoriété assistée de BZB, le brand love, sur notre cœur de cible. Et tout l'enjeu pour nous, si on doit retenir 2 éléments, c'est continuer à être aimé et par plus de personnes. Donc, tu as un double enjeu finalement, c'est être connu et dans ces gens qui te connaissent, être plus aimé. Et cette étude-là, elle se fait à travers des questions qu'on pose à un panéliste, un panel pardon de 15-25, et on vient regarder finalement où est-ce qu'il consomme, les indicateurs de perception de marque versus la concurrence par marché, parce que nous aujourd'hui, je le disais, on adresse à la fois le boy et la girl, et donc on arrive à voir par marché comment on se positionne par rapport à la concurrence, là où on doit s'améliorer, là où on doit mettre nos efforts, et c'est extrêmement intéressant pour nous, équipe digitale, mais même produits, hein, même les équipes produits sont hyper impactées par les analyses Kantar, parce que ça nous permet finalement d'ajuster le tir en cours de route pour aller répondre à cet enjeu de notoriété. Donc voilà comment on fait un petit peu pour mesurer tous ces éléments. Et parlons peut-être marketplace maintenant, après branding et les magasins. Ouais. Tu nous disais que ça allait très, très bien au moment où on se parle au niveau des marketplaces. Comment vous y prenez? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes capable d'aller générer un certain succès ici? Les marketplaces, effectivement, c'est surtout depuis le lancement de Zalando, hein, qu'on a lancé en mars dernier, on a une véritable croissance sur ces places de marché. D'autant plus avec Zalando, puisque le 15-25 consomme sur ce type de marketplace. Et aujourd'hui, on est à 15 à 20% du CA digital. Là où avant Zalando, on était à 2 ou 3 fois moins. Donc on voit que Zalando nous permet vraiment de fortement progresser sur cette partie-là. On s'objective plutôt 30% en part de CA digital marketplace, mais faut vraiment, je le souligne, hein, on fait 0 investissement média dédié. Tout se fait en organique, on optimise tout nous-mêmes de manière gratuite. Donc on met pas d'investissement supplémentaire. Les marketplaces étant déjà assez gourmandes sur la commission, on va dire. Et pour procéder à tout ça, on optimise évidemment notre catalogue produit. Le gros enjeu sur les marketplaces, c'est la publication. Plus on publie de produits, mieux on est référencé et plus on a de chances de vendre. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu, surtout sur Zalando, qui est une marketplace extrêmement exigeante sur les attributs produits et sur la qualité du catalogue produit qu'on lui fournit. Et donc ça, c'est un challenge que j'ai aujourd'hui en interne, c'est de finalement jouer un orchestre entre les équipes produits, l'IT, et Zalando aussi, le support Zalando, pour pouvoir finalement faire en sorte de diffuser un maximum de références BZB sur la marketplace. Intéressant. Bon, peut-être pour terminer, qu'est-ce qui vous attend dans les 12 prochains mois au niveau marketing? Vous avez l'air d'avoir beaucoup de projets. Je serais curieux de t'entendre sur les prochains gros projets qui arrivent chez vous. Il y en a beaucoup. Je vais essayer d'être synthétique et de te citer les principaux. Ce qu'il faut retenir, hein, grosso modo, c'est qu'on se recentre sur notre client et notre cœur de cible, en intensifiant ces investissements de notoriété, notamment sur les 15-25. Pour répondre à cet enjeu-là, toujours se mettre à la place du client, hein, c'est le nerf de la guerre. On a développé une nouvelle application mobile qui va être adossée à un nouveau programme de fidélité, très en lien avec notre cible 15-25. On aura beaucoup de gamification. Ce programme de fidélité sera réinventé, remodernisé et sera uniquement accessible via l'application mobile. Ça, c'est le premier gros projet stratégique qu'on va adresser dans les prochains mois. On a aussi un projet qui me tient beaucoup à cœur puisque je l'ai lancé il y a 1 an à peu près. C'est notre programme ambassadeur. Je t'explique le principe rapidement, je le trouve génial. On propose à tous nos clients, digital ou magasin, d'être ambassadeur de BZB en postant des vidéos sur les réseaux sociaux à travers TikTok et Instagram. Et en fait, on vient payer le créateur, le client, en fonction du nombre de vues qu'il va réaliser sur la plateforme en 48 heures.
Donc, je te donne un exemple tout bête. Moi, je suis Paul, j'achète ma chemise chez BZB via le site internet. Je me poste sur les réseaux sociaux en taguant BZB et on a une techno qui vient récupérer le nombre de vues que j'ai réalisé sur TikTok en 48 heures et selon un barème qu'on a identifié, on vient me rémunérer du coup en fonction du nombre de vues que j'ai réalisé et je trouve ça génial parce que on propose à notre cœur de cible d'être ambassadeur. 2, on a une compensation financière qui est hyper attractive et qui permet finalement, on le sait, hein, dans un contexte où les étudiants ont de plus en plus souvent des difficultés financières, un contexte économique qui est compliqué, de récupérer une petite partie de leur achat et finalement de aussi s'exprimer à travers les réseaux sociaux. On rejoint un peu la plateforme de marque où on parlait de l'exploration de soi et du développement de soi. Et je trouve que ce programme ambassadeur, il répond en partie. Et ça travaille la notoriété dans un spectre de l'influence qui est vraiment tout petit, mais finalement on se dit que le message est beaucoup plus impactant si moi je parle à ma communauté que si je faisais une publicité traditionnelle sur Snapchat ou sur TikTok par exemple. Donc je trouve ça génial parce qu'on adresse tout le spectre aujourd'hui de la macro-influence au niveau individu client 15-25. Incroyable, j'adore l'idée. Il y a d'autres choses qui vous attendent? Ouais, on a effectivement un boost aussi des investissements en auto en démultipliant notre présence sur les régies où sont présents les 15-25. Je pense à Snapchat, je pense à TikTok. Là, on va adresser aussi YouTube avec notre nouveau film de marque qui aura une voix off et qui va réaffirmer l'identité sonore. Hein. On en parlait tout à l'heure, Antoine, mais tu me disais BizB, BZB. En fait, on a encore beaucoup de clients qui ont vu BZB mais qui prononcent encore BizB. Et on a un gros enjeu sur le fait de réaffirmer notre identité sonore et ça va passer par de la voix off, des diffusions de campagne sur des inventaires où on a le son en on et YouTube en fait partie. Donc ça va être un gros enjeu. Et ensuite un dernier pour ne citer que lui, un gros focus qui va être fait sur la créa. Tu vois, pour te donner un chiffre, moi qui m'a toujours marqué, c'est une étude Nielsen qui a été faite et qui explique que la performance d'une campagne publicitaire, elle est expliquée à 50% par la créa. C'est énorme. Et donc, du coup, tous nos efforts doivent être mis sur la créa. Moi, je suis un convaincu de la créa. Et mon enjeu demain va être finalement de repenser les formats publicitaires qu'on a adressés aujourd'hui et de créer plutôt du contenu qui est pensé pour les audiences. J'ai envie de parler 15-25. J'ai envie de produire du contenu qui est instructif, divertissant. Et y glisser finalement les informations sur notre ADN, sur nos valeurs, sur nos produits, et sortir finalement de ce spectre, de ce prisme où tu sais l'annonceur parle de lui, parle de ses produits, est très pushy, moi je. Moi j'ai envie de sortir de cette manière de faire et de plutôt proposer du contenu divertissant qui répond aux attentes et aux modes de consommation du 15-25 en glissant mon produit, mes valeurs, ma marque. Et c'est comme ça qu'on arrivera à travailler la notoriété de BZB de manière ultra efficace. Intéressant. J'adore ce que j'entends. Si on va en savoir un peu plus sur toi ou sur BZB, meilleur endroit pour vous rejoindre? Sur nos réseaux, hein, évidemment. Rejoignez-nous sur TikTok, sur Instagram. On a aussi une super équipe RH qui travaille la marque employeur avec LinkedIn aussi. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On a beaucoup de prises de parole. Malheureusement, le temps nous empêche de tout évoquer, mais j'ai essayé de parler des gros projets stratégiques qui nous attendent. Mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes ces plateformes. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Paul, merci énormément. Ce fut fantastique, excessivement intéressant. Ce que tu nous as partagé aujourd'hui, j'espère que les gens vont, et j'en suis convaincu que les gens qui nous écoutent vont penser la même chose de ce que j'ai pensé de notre conversation. Je te remercie pour les gens qui, encore une fois, nous suivent à chaque semaine. On se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commerce Élite.